Alors, comme vous savez, dans ces affaires-là, il n'y a jamais de première réaction, donc vous commencez par la seconde. Hein. Vous pourriez nous parler de la rareté, s'il vous plaît? Parce que comme on ne va exercer ni à Nice, ni à Paris, intramuros, j'aimerais savoir, dans une région où il y aura peut-être un phénomène de rareté des médecins, est-ce qu'à votre sens, ça change quelque chose, au moins sur le court terme? Ce qui se passera dans 50 ans, on sera certainement à la retraite quand même. Bon. Je ne vais pas vous parler des questions de la démographie des médecins en Lorraine, c'est un sujet que je ne connais pas et que vous connaissez. Bon, d'abord, la rareté, c'est un des deux facteurs de la valeur. Je vous ai dit, vous savez, l'air, on ne le paye pas parce qu'il n'y a pas de rareté. Bon. Ça, c'est un premier élément. Deuxième point, ce que je vous ai décrit, c'est un monde qui s'ouvre au niveau des accès, des informations et des personnes à qui on peut accéder. Et un des constats dans un monde qui s'ouvre, c'est le multicanal pour remplir une fonction. C'est-à-dire que, comment dire, quand vous vouliez avoir une information, vous allez sur le dictionnaire et vous regardiez un film à la télévision, il n'y avait pas beaucoup de canaux. Ce dont on s'aperçoit, c'est que de nouveaux canaux se mettent en place, de distribution de services et d'informations. Ces nouveaux canaux ne suppriment pas forcément les anciens. C'est-à-dire que la télévision n'a pas tué le cinéma, YouTube n'a pas tué la télévision. Donc, ils se superposent. Je pense que dans le type de service que vous représentez, quand je vous dis le client a le choix, c'est que les clients vont de plus en plus se poser la question, si j'ai besoin de conseils médicaux, de soins médicaux, de médicaments, etc., je peux m'adresser au médecin, mais ce n'est pas sûr. J'ai peut-être d'autres solutions. Je commence à activer d'autres solutions. Vous voyez ? Donc, je pense qu'on va dans un monde du multicanal. Alors que votre question sur la démographie est une question d'ensemble fermé. Il y a les médecins et les autres, si vous voulez. Mais dans la fonctionnalité telle qu'elle va être, la frontière est poreuse. Moi, si j'ai un problème médical, j'ai besoin de ma fonctionnalité, c'est d'avoir une réponse fiable. Ce n'est pas le diplôme de la personne qui me répond. Eh bien, oui. Pour l'hôpital, tout ça, ça sera toujours. Pardon ? Je dis pour les soins, oui. Pour le médicament, pour l'hôpital, pour les soins paramédicaux, il y aura toujours besoin de personnes quand même. On ne va pas faire tout par l'ordinateur. Oui, mais des personnes qui ne seront pas forcément diplômées, que je vais trouver par de multiples canaux. N'en savez rien. Oui, comprenez bien que quand je vous dis c'est piloté par la demande, ça va être piloté de plus en plus par la demande, par les patients. Vous ne savez pas comment ils vont réagir. Ils peuvent faire un entretien sur Skype avec quelqu'un en Suisse, acheter les médicaments en Belgique, des filières qui peuvent se mettre en place, faire venir un réseau de kinés non diplômés, mais je ne sais pas. Ça devient possible. Et tout ce qui est techniquement possible sera fait, tôt ou tard, si ça rend un service. Donc, si vous regardez le monde en disant il y a des sous-ensembles fermés avec des frontières absolues, je crois que c'est plus dans ce monde-là qu'on est. Au fond, les barrières, on a cité les taxis, les notaires, les experts comptables. On voit que les frontières de ces métiers-là ne peuvent pas se maintenir dans un monde qui s'ouvre, me semble-t-il. Alors, encore une fois, je ne vous dis pas que tout ça va changer du jour au lendemain, que c'est spectaculaire, que c'est rapide, etc. Mais il me semble que ces tendances vont toujours dans le même sens. La part de la communication, de la communication, voire de l'autopromotion, et de la réelle information sur tout ce qui circule sur le web.
Oui, vous savez, ce n'est pas un tout à fait un hasard si Google est devenu quasiment la première entreprise du monde. C'est qu'effectivement, dans un monde où nous avons accès à 1000 fois, 1 million de fois plus d'informations intéressantes que nous n'en pouvons connaître, où on a ouvert les accès, le problème, c'est le tri. Donc c'est l'information sur l'information. Et c'est là où ça devient compliqué. Alors je ne sais pas si vous avez l'occasion de discuter avec des barbares, c'est-à-dire des gens qui sont spécialistes de ces sujets-là et qui ont moins de 25 ans. Les plus de 25 ans, ce n'est pas la peine, ils ne peuvent pas comprendre. Moi, j'ai un fils qui a 24 ans et qui... non, je disais 25 ans, qui sont nés avant 85, qui s'occupent de référencement, mais c'est incroyable l'expertise que ces gens peuvent avoir par rapport à nous pour trouver de la bonne information, le bon billet d'avion. C'est absolument... on est des handicapés à côté d'eux. Et effectivement, l'expertise pour trouver l'expertise est vraiment une expertise. Et là, je crois que c'est vraiment le sujet où vous mesurez le plus que vous êtes face à des gens qui n'ont pas le cerveau fait comme nous. Je vous jure, et bon, moi, j'adore apprendre, hein, c'est comme Churchill, vous savez, Churchill disait une pomme par jour éloigne le médecin, surtout si on vise bien. Mais il disait aussi, j'adore apprendre, mais j'ai horreur qu'on m'enseigne. Mais j'apprends avec mes enfants. Par exemple, j'ai décidé d'apprendre à faire du montage vidéo. J'ai dit à mon plus jeune fils, tu vas me former, c'est-à-dire tu vas trouver le logiciel, il sait faire, le télécharger, il sait faire, apprendre à t'en servir, il sait faire, et tu vas m'apprendre. 2 demi-journées. On a pris rendez-vous, tout ça. J'ai mesuré, si vous voulez, que j'y serais jamais arrivé tout seul. C'est incroyable pour faire ce cheminement-là, à quel point son cerveau était plus efficace que le mien. Mais on peut apprendre. Mais je vous assure, c'est des expériences assez amusantes à faire. Quand vous avez comme ça des jeunes débrouillards, demandez-leur de vous apprendre un truc. Et vous allez, outre ce que vous allez apprendre, vous allez vraiment découvrir ce que c'est qu'un barbare. Vous nous avez dit justement le collaboratif, c'est la puissance. Vous venez de nous dire que la question qui se posait essentiellement, c'était finalement nous guider dans la recherche de l'expertise. C'est une question. Est-ce qu'on doit s'attendre finalement à ce que la consultation médicale, c'est pour rebondir sur le propos de ma consoeur de tout à l'heure, s'oriente vers le collaboratif? C'est-à-dire, est-ce que le patient de 2025 va, quand il va avoir un problème médical à régler, s'orienter vers du collaboratif, faire collaborer ensemble 5, 10, 100 000 personnes pour s'occuper de lui? Dites-moi, est-ce qu'il vous arrive jamais d'avoir des patients qui, sur leur sujet et leur pathologie, en savent plus que vous? Oui. Est-ce que ça vous arrive jamais? Oui. Donc déjà, là, on est dans le collaboratif. Et puis, il ne vous le dit pas forcément, mais s'il a été consulté de l'information de façon pertinente, il a déjà fait du collaboratif. Il a pu consulter d'autres spécialistes, etc. Et puis, permettez-moi de vous dire ça, j'ai un fils il y a 4 ans qui a passé un mois entre la vie et la mort. J'ai travaillé, parlé avec des médecins sur un enjeu qui était pour moi essentiel. Et quand vous entrez un peu dans le détail, vous vous rendez compte de la fragilité de leur expertise par rapport à ces situations-là et des erreurs qu'ils peuvent commettre. Et, oui, donc, je ne leur reproche pas. Chacun dans notre métier, on peut faire des erreurs et ne pas tout savoir. Mais l'image de « il y a le sachant qui sait tout », et puis vous, dans le meilleur des cas, on vous explique la bonne parole. Quand vous êtes sur un enjeu compliqué, essentiel, et vous commencez à discuter à plusieurs médecins, vous apercevez que ce n'est pas ça le paysage quand même. Hein.
C'est un médecin qui lui aussi est à la recherche d'expertise, de diagnostic, etc. Et mon fils a failli mourir de septicémie pour une infection non détectée pendant 15 jours. Et il a vu qu'on a montré à 4 médecins. Donc, si vous voulez, ça fait réfléchir. Je ne leur en veux pas, hein, encore une fois. On peut se tromper, mais il peut y avoir des choses trompeuses, etc. Mais vous renversez un peu cette idée que vous pouvez rester passif. Heureusement, si vous voulez, qu'à un moment, je me suis comporté un client et je n'ai pas été passif. Et que j'ai été chercher de l'information et que j'ai activé le système. Sinon, je pense que... Alors, je me permettrais de poser une question qui va un petit peu prolonger la question que vous soulevez. C'était la place des systèmes experts et l'acceptation de l'erreur, même quand on utilise ces systèmes experts. Et ce n'est pas spécifique à la médecine, mais je vois par exemple ce qui s'est passé, un Grand Prix de Formule 1 où les ordinateurs avaient indiqué à Lewis Hamilton qu'il devait s'arrêter. Il a perdu le Grand Prix. Donc ça n'a pas des conséquences désastreuses en termes médicaux, mais pour une application d'une thérapeutique, on se réfère de plus en plus au système expert. Est-ce que la société actuellement accepte encore l'idée qu'il puisse y avoir une erreur, même si on se réfère à des systèmes experts? Oui, je crois qu'on a effectivement un rapport au risque et à l'incertitude qui s'est inversé et qui n'est peut-être pas très bien. C'est-à-dire que le 1er novembre 1755, un tremblement de terre a ravagé la ville de Lisbonne. Et tous les philosophes de l'époque ont écrit là-dessus. Et qu'est-ce qu'ils ont écrit? Ils ont écrit que la nature était mauvaise et dangereuse et que l'homme, par la technique, devait s'extraire de la nature. Donc c'est une profession de foi humaniste. D'accord? Imaginez qu'aujourd'hui, un tremblement de terre tue 20 000 personnes dans une capitale européenne. Qu'est-ce qu'on ferait? Première chose qu'on ferait, c'est qu'on foutrait le maire en prison. D'accord? C'est-à-dire que notre postulat, c'est que la nature est bonne et c'est l'homme qui engendre du mal. Ce qui est un postulat fondamentalement anti-humaniste. N'oubliez pas une chose, c'est que les seuls adversaires philosophiques de l'humanisme sont les écologistes. C'est la seule philosophie qui remet en question l'idée que l'homme soit au-dessus de la nature. Et d'ailleurs, comme l'a rappelé Luc Ferry, les mouvements écologistes sont nés au sein du parti nazi, et que je sache, les nazis ne se sont jamais passés pour des grands humanistes. Alors, je ne veux pas caricaturer, je ne dis pas que s'il y en a parmi vous qui ont des sympathies pour les écologistes ou qui ont voté écologistes ou les deux, je ne les soupçonne pas de la moindre pensée nazie. Mais n'oublions pas cela. C'est qu'effectivement, une des conséquences, c'est que nous ne supportons pas l'idée de risque, l'idée de signe noir. Et je ne sais pas si vous connaissez ce livre merveilleux, Le signe noir de Taleb, hein, où il dit « Toute la crise financière est venue d'une mauvaise conception du risque. Il y a des signes noirs, c'est-à-dire que les risques extrêmes ne sont pas si improbables que ça, que disent les lois statistiques. Au fond, toute notre vision du risque elle est illustrée par la gaussienne. Qui vous dit quoi, la gaussienne? Qui vous dit, grosso modo, que la bourse, elle doit baisser beaucoup moins souvent de 7% que de 4%. Ce qui est juste faux. Parce que quand elle a boursé de 4, ça fait un crack et elle baisse de 7. Donc elle baisse beaucoup plus souvent de 7 que de 4. Vous voyez? Donc, tout ça, nous l'appréhendons très mal. Quand les Hollandais ont fait les digues, les polders des années 20, leur évaluation, c'est qu'il y aurait une crue tous les 10 000 ans par-dessus leur polder. Et il y en a eu une en 1952, donc 30 ans après, etc. etc. Hein, la bourse a baissé de 27% le 17 octobre 87, il me semble. D'après la loi gaussienne, ceci devait se produire une fois tous les 10 milliards d'années. Sauf que ça s'est produit une fois au XXe siècle. Bon, donc, comme
nous sommes dans un rapport au risque naturel, et je considère que des erreurs dans les systèmes experts, c'est à peu près la même chose, parce que vous ne pouvez jamais concevoir un système informatique sans erreur. Comme nous ne comprenons pas bien cela, nous reportons les responsabilités dans des recherches de coupables, me semble-t-il. Ce qui n'est pas, qui me semble quelque chose qui vient davantage de la pensée écologiste que de la pensée humaniste. C'est sur ce point-là que je pense qu'il y a une vraie différence. Pour un humaniste, la nature est dangereuse et la technique vous libère en partie de ce danger, mais en partie seulement. Pour un écologiste, c'est forcément la technique humaine qui met le mal et le risque dans le monde. Je ne crois pas que ce soit tout à fait... bon, donc vous avez compris que philosophiquement, je ne me sens pas écologiste. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de sympathie pour des causes écologistes qui me semblent utiles, hein, mais c'est autre chose.